Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Je me réjouis beaucoup de cette rencontre. Dans ce petit espace assez étroit, qui est vraiment bien choisi pour le titre de notre cycle de conférences qui s'appelle « Habiter en claustrophilie ». Claustrophilie, donc l'espace étroit et aimer l'espace étroit. C'est le cycle qui a été imaginé avec des partenaires de l'architecture, donc l'école d'architecture de Versailles, des Havres, notamment avec Annalisa Viatti qui ne peut pas être avec nous ce soir, et avec l'école Camondo, notamment avec Alexis Markovic. Et pour les 2 dates de ce cycle, nous avons pu gagner donc la Cité des Arts. Merci beaucoup d'accueillir ces événements architecture et artistes, parce que c'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Donc réunir des personnes qui travaillent autour de l'espace ou à l'intérieur de l'espace, qui dessinent des espaces, qui réagissent à des espaces étroits dans lesquels on souhaite ou on ne souhaite pas peut-être être à l'intérieur. Moi, je m'appelle Claire Hoffmann, je suis du Centre culturel suisse et en ce moment, nous sommes en résidence à la Cité des Arts. La Cité des Arts, c'est un lieu de résidence en fait pour des artistes. Et nous, on peut être ici à cause de nos travaux qui ont lieu dans notre espace qui est pas très loin d'ici, dans le Marais. Et donc, on a aussi la chance de faire quelques événements. Et ce soir, donc, on va parler d'espaces d'hôpitaux. Et on a la chance d'avoir 3 intervenants, 2 intervenants et une personne qui va animer la conversation. C'est donc, pardon, je ne veux pas dire de bêtises dans la bio. C'est pour ça que j'ouvre mon petite note. Donc, le studio Stauf und Hasler, qui va parler de projets d'architecture d'hôpitaux d'enfants, qui ont été dessinés et construits en Suisse. Le studio Stauf und Hasler consiste de Thomas Hasler, qui va nous parler de ce projet qu'il a mené, et Astrid Stauffer, qui est aussi avec nous ce soir. Le studio a été fondé en 1994 et vous avez travaillé dans des commandes publiques pour la culture, le sport et justement aussi le soin, et aussi dans des habitations privées. Par contre, aujourd'hui, on va regarder des projets spécifiques à notre thématique. Et Benoît Pierron, qui est artiste, qui a une expérience de hôpitaux depuis son enfance. Et de ce point de vue, il a une pratique qui essaye de créer de l'autonomie et de la rêverie avec les matériaux, avec l'architecture, avec les expériences sensorielles auxquelles on est exposé quand on est dans ces institutions. Donc il y aurait 2 présentations et une conversation qui est animée par Charlotte Poupon, qui est directrice de recherche à l'ENSKI, qui est designeuse elle-même et qui a une très grande connaissance des espaces contraints. Elle a fait une thèse en neurosciences et en design où son approche c'était de savoir quels sont... Pardon, hein, c'est compliqué de résumer ça, tu le diras certainement mieux, mais quels sont les effets sur les humains dans des espaces très contraints, confinés comme les sous-marins ou des bases au pôle, dans des espaces extrêmes. Au pôle sud. Au pôle sud. Donc voilà, comment en fait ça a un effet sur les humains, et du coup voilà, c'est vraiment la personne parfaite pour parler et de modérer cette rencontre autour de la claustrophilie. Il y a Natacha Petressine qui est là si vous avez des questions après par rapport à la cité. Et sinon, je ne vais pas prendre plus de temps de parole parce qu'on a hâte de vous entendre et de voir ce que vous nous avez apporté. Merci. Je vous souhaite la bienvenue également de moi et de mon partenaire qui a déjà mentionné, Astrid Stauffer, mais moi je vais... Nous avons travaillé dans ce projet ensemble, mais moi je vais le présenter. Le sujet est la nouvelle construction de l'hôpital cantonal de Grisons à Coire. Vous avez posé des questions avant et je vais un peu résumer ça un peu. J'ai écrit quel rôle peut jouer l'architecture dans le champ de tension entre les soins humains
et un environnement de plus en plus technisé dans un hôpital moderne. La deuxième question que j'ai extraite de ce texte, comment peut-on éviter de considérer les patients comme des malades, le personnel comme des techniciens et les visiteurs comme des éléments perturbateurs? L'architecture peut-elle développer une force thérapeutique? Mon français n'est pas bien, hein? Comme peut-être vous me comprenez. Non, c'est très bien. Eh bien, ce sont des questions complexes auxquelles il est difficile de répondre simplement. Bien sûr, nous tentons avec l'architecture d'explorer des pistes dans ce sens. Nous pourrons en discuter après, dans la suite. Je dois dire que ce grand bâtiment n'a pas une unité des soins. Ça, ce sont des unités de traitement et les personnes n'y séjournent pas longtemps là-dedans. Il y a deux exceptions qu'on verra. Un peu d'histoire. L'hôpital cantonal de Coire a été achevé en 1941 en pleine guerre et depuis été agrandi à plusieurs reprises. Nous avons remporté le concours d'architecture en 2008 et nous travaillons sur ce projet depuis lors. À l'origine, l'institution a été construite par des architectes Brune et Gabarel comme un type de sanatorium en montagne. Le deuxième architecte avait aussi l'expérience dans la construction hôtelière dans les montagnes à Davos. L'ensemble était strictement orienté vers le sud, vers le soleil, dans l'esprit des sanatoriums de montagne. L'entrée se trouvait donc logiquement à l'arrière, au nord, loin de la ville. Je ne peux pas montrer avec parce que ça ne marche pas sur l'écran. Ça c'est derrière, ça c'est l'entrée et sur cette partie, ça c'est le soleil. Les patients à l'époque restaient longtemps à l'hôpital, le temps guérissait et la lumière et le soleil devaient également avoir des effets bénéfiques. Ça c'est une image de cette historique à l'hôpital, peut-être une année après l'ouverture, peut-être, à peu près. On trouve des modèles historiques non loin de là, un peu plus haut, par exemple à Davos. Voici le fameux Zauberberg, le sanatorium Schatzalp à Davos, que Thomas Mann a décrit dans son roman La montagne magique. Un court extrait de ces descriptions, je veux lire ça. Il marchait silencieusement le long du tapis de coco du couloir étroit. Des lampes en verre dépolies suspendues au plafond diffusaient une lumière pâle. Les murs brillaient, blancs et durs, recouverts d'une peinture huileuse laquée. À deux endroits du couloir, sur le sol devant les portes numérotées, peintes en blanc, se dressaient des sortes de ballons, de grands récipients ventrus à col court dont Hans Castorp oublia d'abord de se demander la signification. Par hasard, moi-même, personnellement, j'ai aussi un souvenir d'enfance d'un couloir d'hôpital similaire avant une opération. J'étais petit, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus. J'ai eu l'impression qu'on m'a laissé allonger très longtemps sur un lit d'opération dans le grand couloir de la salle d'opération au milieu de nombreuses personnes qui allaient et venaient. Cette image est encore très précise dans mon esprit. Voici cet ancien hôpital qui a été ensuite démoli. Revenons au projet de Coire. Nous avions des objectifs initiaux. Un peu les trois peut-être aussi les autres, mais je cite les trois. Le fonctionnement de l'hôpital devait devenir autant que possible une partie de la vie publique de la ville. Il devrait s'agir d'une maison ouverte, pas d'une institution fermée aux portes de la ville, où l'on préfère éviter d'y aller.
Nous voulions lier les espaces intérieurs et extérieurs et concevoir une maison qui semble ouverte. Et de plus, nous souhaitons créer une atmosphère spatiale digne malgré les exigences d'efficacité opérationnelle et technique. 3 images qui montrent peut-être un peu le contraire. Un hôpital comme une forteresse où l'on ose pénétrer sans nécessité. L'absence de relations intérieures-extérieures, les catacombes dans les profondeurs du bâtiment où l'on ne sent ni le jour ni la nuit. Ou bien le couloir d'hôpital stérile, bien connu, surtout efficace et hygiénique, avec des plaintes à gorge typiques qui donnent l'impression qu'on pourrait évacuer toute la saleté avec un créaron. Créaron, vous connaissez, je pense. Ça, c'est un jet d'eau. Ah oui. Non, je pense Macron, une fois, parlait du Sarkozy. créaron. Ah, Sarkozy. Ah, c'est C'est bien de voir que la culture s'exporte. J'ai vu ça. Oui, on s'en souvient. C'est une machine avec... Ok. Puis le couloir est sans vue extérieure, éclairé par une lumière artificielle éblouissante. Série de portes avec un Judas qui font penser à une prison. Il faut cependant noter que à son époque, l'hygiène scrupuleuse était plus importante qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a des aérations mécaniques et aussi, très important, la pharmacologie a fait des grands progrès et comme ça l'hygiène est un peu moins importante aujourd'hui. Ça c'est vraiment une différence. Alors, Coire. L'ensemble de Coire que nous avons montré précédemment s'est agrandi. L'idée initiale de sanatorium a rapidement disparu. La vue vers le sud a progressivement été obstruée. Voici une image de l'état 1990 et la vue aérienne est de 2010. L'entrée, toujours situé au nord, a été maintenu en dernier recours, bien maintenant il est trop petit pour cet organisme qui s'est fortement développé. Les besoins en espace continuent à croître. Nouveau programme d'espace en 2007, un petit extrait d'un tableau Excel de 10 pages écrites en petits caractères. Si l'on souhaite tout réaliser, cela ressemble à une série de flocons de neige formant une succession d'espaces et de fonctions supplémentaires. Essai de recherche d'une nouvelle forme à travers de nombreuses croquis. Il était important pour nous, pour une réinterprétation du site, de rapprocher l'accès de l'hôpital à la ville. Nous avions déplacé l'entrée principale vers le sud-ouest. Elle est désormais située au niveau de la rue principale. Et la rue principale, ça c'est 5 étages plus bas, parce que le bâtiment est situé sur une pente raide. Les anciens bâtiments sont en haut. La longue nouvelle construction est en bas. Et un tout nouveau visage orienté vers la ville est conçu. Maintenant, quel est le traitement architectural d'un bâtiment de ces dimensions? Il a 132 mètres de long, 52 mètres de large et 25 mètres de haut. C'est vraiment une box, comme ça. Nous cherchions des structures internes et externes. Nous voulions trouver une statique du bâtiment significative qui exprime une architecture. Ici, il s'agit tout d'abord des plaques et des tours pour la circulation et des services en guise d'hypothèse.
Très vite, il s'agit de l'interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Tout a été examiné plusieurs fois sur le plan, sur des animations 3D et surtout dans des maquettes physiques et à échelle très variée. Nous avons développé la structure interne et externe en collaboration avec l'ingénieur Jörg Konzett, que vous connaissez peut-être. Oui, pardon. Ainsi, la maison se dote d'une grille en béton statique qui vise à être aussi spatiale que possible. Dans cette grille, des organes sont insérés, comme par exemple cet escalier dans le hall d'entrée. Celui-ci s'enroule ensuite sur 6 étages en augmentation de rayon. De tels modèles ont également été très utiles pour communiquer avec l'ingénieur, par exemple, pour lui convaincre de maintenir la finesse et la légèreté des éléments de construction recherchés. On a aussi fait des maquettes des fenêtres. Eux aussi, ils méritent également une grande attention. Elles deviennent les yeux de la maison. Finalement, un bâtiment a plusieurs couches et ça prend forme peu à peu. Les plus grands défis étaient en fait comment regrouper 40 unités d'utilisateurs en près de 1000 pièces, dont beaucoup sont très différentes dans une architecture unifiée. Et comment obtenir au final une organisation et une forme naturelle qui puisse être variable aussi pour l'avenir. L'avenir est partiellement inconnu parce qu'un hôpital change tous les temps avec le progrès technique. Ce serait la couche d'usage. Ces couleurs représentent différentes unités d'utilisateurs. Ces plans existent sur 12 étages. La deuxième couche est la statique du bâtiment. Ici, il était important qu'il y a moins de murs, le moins de murs possible dans le plan, c'est-à-dire que les éléments porteurs nécessaires pour la sécurité sismique soient minimaux. Le reste était un système de dalles et de colonnes facilement adaptables à des variables utilisations. En coupe, on voit la disposition symétrique des tours antisismiques en bas, en haut, et en suivant le flux des forces, en diminuant les dimensions vers le haut. Et ensuite, très important, la technique du bâtiment, ce qu'on ne voit presque plus à la fin, mais qui est l'un des plus grands corps de métier. Parce qu'on ne peut plus le voir, cela nécessite la plus grande attention dans la planification. C'est presque un peu, avec les couleurs, un peu un centre Beaubourg, mais on cache. Et ensuite, les plans et les espaces de couleurs, différenciés par étage, sans pouvoir entrer ici dans les détails. La stratégie était d'utiliser les couleurs sur l'élément de construction le plus simple et le plus omniprésent, c'est le sol. Les murs et les plafonds sont blancs. À gauche, on voit une simulation de modèle, maquette, et à droite, un rendu avec le même thème. Nous voulions être sûrs et certains que la stratégie fonctionne. Le sol devait, grâce à sa diffusion de couleurs combinée avec la lumière naturelle et l'éclairage artificiel du plafond, produire des réflexions sur les murs et plafonds et plonger l'espace dans une atmosphère colorée ou même une brume colorée. Voici la coupe à travers tout le bâtiment, coupé dans le sens de la longueur. C'est un plan d'espace. Malgré l'efficacité des plans, on obtient ainsi une richesse spatiale. J'ai fait ça un peu avec des couleurs
Première fois, on a la relation à la lumière zénitale, c'est en haut. Les deux cours extérieurs apportent la lumière en profondeur dans le bâtiment. Et B, le deuxième, relation du bas vers le haut, au milieu, avec les trois halls intérieurs à 3 étages, le bâtiment peut respirer. Ici. Et le troisième, connexion de la maison avec la vie quotidienne de la ville au rez-de-chaussée, ça on voit en bas et à droite. Retour aux objectifs, l'ouverture envers la ville, un espace pour l'activité sociale, relations intérieures et extérieures, jour et nuit. C'est une maison ouverte, des mondes différents sont présents ici, du très public ou au très intime. En bas, l'entrée avec un café-bar et des différentes boutiques. Un étage plus haut, on a le grand restaurant. Ensuite, des salles de traitement. Et au quatrième étage, il se trouve l'intermediate care, je ne sais pas en français, et Ah oui. Ça doit être l'hôpital de jour, peut-être. Non. On dort pas, c'est ça? Non, non. Ça, c'est presque le même comme soins intensifs. Ah. Soins intensifs, ça c'est le plus haut, et l'intermediate care est quelquefois entre soins intensifs et la normale les chambres. Ça, c'est quelque chose en petit. Alors, une citation de l'écrivain suisse Gottfried Keller, vous ne connaissez peut-être pas, nous accompagne depuis longtemps. Ça serait, il a écrit, ce serait l'intérieur tourné vers l'extérieur d'une vieille maison riche, et pourtant il avait une allure très ferme et architecturale. Comme j'ai dit, la première étape est terminée, la deuxième est au stade du gros œuvre et sera achevée dans 2 ans. Je vous invite maintenant à une petite visite d'espace de la première étape. Ça c'est en haut, ça c'est la étape qui est finie, et en bas, ça c'est en construction maintenant. Voici l'escalier principal pour le personnel et les visiteurs. Vous avez vu les études de maquette à ce sujet auparavant. Dans une structure en briques de verre, l'escalier s'élève sur 6 étages, large en bas, se rétrécissant vers le haut. L'unité des soins intensifs au 5e étage, les patients dans un état hypersensible peuvent percevoir le monde extérieur. Le réveil progressif d'un état comateux permet aux personnes de se réorienter progressivement dans le monde. La lumière du soleil, le rythme du jour et la nuit sont importants dans ce processus. Et maintenant, presque le contraire, les salles d'opération, c'est un domaine très, très technique. Les patients y sont sédatés et perçoivent peu de choses. Ici, le bien-être du personnel médical hautement qualifié est très essentiel. La vue spontanée sur les montagnes à travers le couloir stérile pendant les opérations apporte des moments de clarté dans des situations très difficiles. Comment introduire précédemment l'étude des espaces colorés, de la diffusion de couleurs sur les murs et les plafonds? L'espace coloré du couloir d'hôpital montre ici son effet. L'un des 3 halls intérieurs dans les entrailles de la maison, les hauteurs d'étages relativement basses sont spatialement compensées par le hall intérieur à 3 niveaux. Ici, l'artiste Christian Herdegg a créé 3 boucles lumineuses positionnées et colorées différemment de manière à animer l'espace. Le restaurant central, l'espace social pour le personnel, les patients mobiles et les visiteurs situés au cœur de la maison avec une vue vers le ciel. Les briques de verre insérées dans la structure en béton créent un toit lumineux et scintillant.
La maquette d'étude maintenant réalisée, la verticalité devient une expérience. L'escalier est aujourd'hui très fréquenté, surtout par le personnel, qui se déplace rapidement d'un étage à l'autre et se croise en marchant. Ici, on ne se croise pas en marchant, mais en roulant, mais même les espaces fonctionnels dans l'obscurité des sous-sols doivent accueillir les gens chaleureusement. La rampe qui descend vers le parking souterrain à 4 niveaux. L'esthétique des installations techniques et aussi la précision des installations techniques doit également manifester le respect envers le personnel blue collar en sous-sol. Bâtiment et place, la façade des étages supérieurs repose sur 6 piliers. Le rythme n'est pas infini, même si le bâtiment est très long. La portée de 24 mètres rend la séquence facilement lisible. Sur les côtés, il entend ses bras vers la place. La façade est porteuse et est en béton bouchardé avec du ciment blanc. Le porte-à-faux rend l'imposant bâtiment plus léger. Les escaliers en arrière-plan mènent vers la cour et le jardin situé en hauteur. De l'ouvert à l'intime, encore une fois, l'entrée depuis la place avec l'unité de soins intensifs en haut, comme une couronne. Là, on a des effets de lumière et de couleur qu'on peut varier dans le plafond. À gauche, l'œuvre Char de l'artiste Note Vital, une sculpture accessible en forme de grand 8 qui est censée refléter à la fois les aspects philosophiques et de la santé. C'est les mots de Note. Comme mentionné, le bâtiment principal ne comprend pas d'unité de lit, à l'exception de l'unité de soins intensifs et de l'intermediate care. Cependant, nous avons déjà prévu des chambres de patients dans le nouvel hôpital pour les enfants à l'arrière du site. Voici donc, pour conclure, une note concernant l'unité des soins pédiatriques. Le plan, avec les chambres disposées symétriquement, est structuré par le motif des parquets en bois qui structurent les couloirs. Les chambres de soins pédiatriques se distinguent beaucoup des chambres pour les adultes. Elles doivent offrir de l'espace aussi pour les parents accompagnants, même pour passer la nuit. Le personnel soignant n'a pas le temps pour aménager des lits de camping pour la nuit. Les parents doivent pouvoir s'organiser eux-mêmes. Nous avons donc conçu des lits pliants, simples à utiliser et confortables, intégrés dans les parois de la façade. Les enfants, y compris les visiteurs, peuvent quant à eux se réfugier dans la fenêtre en alcôve, jouer avec les volets, les ouvrir, les fermer et se créer une petite cachette personnelle. Ce sont des études de maquettes et de plans. Et ça, c'est maintenant réalisé. On voit la flexibilité de l'espace. Les petites fenêtres en alcôve sont ornées d'un motif de tangram, chacune ayant sa propre variation parmi un total de 72 motifs. L'artiste textile Martin Leutold de Schlepper Textile de Saint-Gall en est le créateur. J'ai pu prendre cette photo récemment. Nous sommes heureux qu'une atmosphère de convivialité soit possible dans la chambre. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Moi, je vais vous raconter les aventures du peuple des pyjamas au royaume des coquillettes. Et c'est un petit peu une visite au pays des arts et traditions populaires en milieu hospitalier. Quelque part, on a un petit peu vu un décor, un paysage. Je trouvais ça très intéressant de voir
finalement ce que ça pouvait donner. Moi, en fait, ça me donnait envie de tester, d'y être hospitalisé. Et voilà. Donc je vais tout d'abord vous présenter un petit peu mon travail, relativement rapidement. Pour ma pratique, à un moment donné, je vais montrer une petite vidéo, une petite capsule vidéo. Et puis après, on va peut-être commencer à croiser les fils de Scooby-Doo et à essayer de trouver des axes un petit peu transversales pour peut-être plus rentrer dans l'architecture. Mais tout d'abord, je voulais vous montrer cette pièce. C'est un plaid que j'ai fait quand j'étais en résidence ici. J'étais juste dans l'atelier qui était, qui est toujours d'ailleurs, l'atelier 13-10 peut-être, ou quelque chose comme ça, qui est dans la cour. Et c'est un atelier où je suis arrivé alors que j'étais en rémission d'un cancer. Et j'ai commencé à faire du patchwork. Et j'ai fait finalement une nappe autour de la table. Et cette nappe, je l'ai accrochée dans le hall de la cité. Et c'est là où un peu tout a commencé pour moi. Donc c'est un endroit qui est assez important pour moi. Et j'avais envie de commencer par vous plonger directement dans cette pièce. Alors c'est une pièce qui est composée de draps réformés des hôpitaux. Donc dans le circuit de valorisation des déchets, c'est comme ça que ça s'appelle. Ils sont revendus chez Leroy Merlin comme chiffon pour nettoyer la voiture ou la peinture. On peut voir qu'il y a 4 couleurs. On peut voir sur celui d'en bas à droite que même si c'est un procédé relativement hygiénique, ça arrive qu'il y ait des... Ça c'est de la colle pour les organes en fait, qui moisissent qu'on voit. Et c'est ce qu'on trouve chez Leroy Merlin. Donc en fait ces draps sont chargés des flux, des taches, des coups de scalpel, selon ce que c'est, mais tout du moins de toute la mémoire des précédents usagers. Alors j'ai commencé aussi un petit peu à étendre le domaine des coquillettes. Il est devenu un peu polyglotte parce que j'ai commencé à travailler à Londres et je me suis aperçu que là où j'étais, à 3 blocs de là, il y avait la blanchisserie de Londres et du coup j'ai commencé à travailler aussi avec des draps qui sont anglais. C'est pour ça qu'on peut voir un petit peu c'est plutôt... Enfin voilà, il y a un peu art and craft, William Morris quoi. C'est un peu design. Et puis là c'est un autre usage. Je voulais vous montrer l'usage dans mon atelier sur la gauche avec finalement ce que j'en fais du patchwork. Je les assemble, je fais une peau collective. Et puis un autre usage qui est celui à l'hôpital Henri Mondor. Donc une mise en situation avec quelque chose qui est plus de l'ordre aussi d'une sorte d'ingéniosité de survie à l'hôpital et aussi par rapport aux moyens. Donc c'est pour calfeutrer. Ils sont utilisés comme des petits boudins pour calfeutrer les courants d'air dans la chambre. Alors ça c'était pour vous parler du matériau qui est un peu mon matériel favori et qui vient directement du paysage. Alors, on ne parle pas exactement du même paysage parce que vous ne parliez pas d'un hôpital français en l'occurrence. On peut peut-être trouver quelques points. Alors, ça c'est une petite vidéo. Bonjour Benoît Pierron, merci de nous accueillir dans ton atelier. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, ton travail tourne autour de quoi? Quels sont les fils un petit peu que tu tires? Qu'est-ce qui va t'intéresser? J'ai tendance à parler des compagnies, c'est-à-dire qu'on est rarement tout seul dans son propre corps. Et il peut y avoir pas mal de types de compagnies, des morts, des présences, l'amour, le désir, peu importe. Mais moi je pars depuis mon histoire, je parle depuis un corps qui est invalidé, un corps qui est habité par différentes choses, dont des maladies qui sont une compagnie. D'après ce que j'ai lu, tu as commencé des séjours hospitaliers très jeune. Tout cet univers-là t'est devenu familier et tu te l'as un petit peu approprié en fait. On est sur une contre-culture. Ce qui est assez fascinant dans ton travail, c'est cette culture un petit peu hors norme que tu vas t'approprier
tu vas nous transmettre. Je trouve ça super que tu parles de contre-culture, tu vois, je l'avais jamais vu comme ça, mais je crois qu'il s'agit vraiment de ça, parce que j'ai un petit peu l'impression de faire partie du peuple des pyjamas. J'ai grandi à l'hôpital et c'est ça qui a vraiment été la terre d'où je viens en fait. Et j'en ai aussi le langage, les tessitures du silence, de l'absence. Je réagis majoritairement aux intensités qui sont très hautes ou très basses, mais pour tout ce qui est de l'ordre de l'entre-deux, ça n'existe pas parce que l'hôpital c'est un lieu où il y a une très forte binarité entre la vie et la mort, et la maladie qui est l'incarnation vivante de la mort. Et mon job, en fait, j'ai un petit peu l'impression que c'est de réconcilier les gens avec cette non-binarité. C'est par le Palais de Tokyo que j'ai commencé à découvrir tout ton travail. Il n'y a pas un traitement pathos. C'est comme s'il y avait une sorte de justesse et une valorisation. Le sublime carré, je trouve que ça représente très bien tout cet autre biais, cet autre prisme que tu prends. Oui, je crois que c'est vraiment ça mon but, c'est de proposer aussi des illustrations, c'est des métaphores de la maladie. Là, il s'agit tout d'un coup d'en injecter d'autres dans la société qui ne soient pas forcément dramatiques, surtout pas dans l'héroïsation. Toutes ces techniques-là sont des techniques de mise à distance. L'hôpital est une sorte de garage où on va pour se faire réparer, pour retourner à une productivité. Mais en fait, quand on est émancipé de cette productivité, là, on peut faire tout et n'importe quoi. Alors, il se trouve que c'est souvent un petit peu violent, le réveil à l'hôpital. Et je me suis dit à un moment donné que ça pouvait être intéressant d'avoir un peu de carré de soie pour pouvoir atténuer, pour pouvoir fader, un peu comme quand on a un date, on met ça sur la lampe. C'est une sorte de lithophanie d'une lumière qui vient de l'intérieur. À la différence des lumières du pouvoir, comme les flashlights par exemple de la police, mais il y a aussi en fait ces lumières-là qui sont celles du pouvoir aussi, du pouvoir médical qui voit à l'intérieur des corps, qui prolonge l'espace public en fait à l'intérieur des corps, où tout d'un coup ton corps ne t'appartient plus. Mais si c'est moi qui l'imprime, c'est assez intéressant de ramener de la soie, je trouve, à l'hôpital, comme support des rêves. Il y a une sorte de découverte constante de ton côté que tu nous fais partager. C'est comme s'il y avait vraiment aussi ce côté d'exploration avec beaucoup de liesse, beaucoup d'excitation. Tu le sens que tu es presque aux prémices de tout ce que tu as envie d'explorer encore? Oui, si, il y a ce côté explorateur. On revient au peuple des pyjamas en fait. Cette espèce de jubilation que j'ai à pouvoir interagir aussi, c'est vraiment interagir avec le monde des valides que je comprends absolument pas. Et mes œuvres d'art sont vraiment des moyens d'interagir. Je suis presque une sorte d'explorateur ou d'anthropologue au pays des valides. Et mon art est juste quelque chose qui me permet d'interagir avec vous. Ça permet quoi une résidence? Pourquoi c'est important pour toi de pouvoir en faire? Il y a des workshops que tu voulais mettre en place qui vont être mis en place, si j'ai bien compris, c'est ça? Il y a un thème de résidence ici. Le pitch, c'était « Raconte-moi ton dernier orgasme à l'hôpital ». Là, finalement, ça a pris une forme par rebond et par intelligence collective, en fait, avec l'équipe d'Art Exploras. Ça a pris une forme qui est celle des workshops. C'est à peu près un tiers de mon activité. C'est des workshops qui sont basés sur les principes de la Woman House et sur l'idée de créer un safe space, de créer un cadre et qu'à partir de là, voilà, tout peut émerger. Un petit peu, quelque part, je rejoue une salle d'attente, mais une salle d'attente qui tout d'un coup serait bienveillante et permettrait à chacun et à chacune d'exister. J'ai fait un workshop avec les bénévoles et j'essaye de leur fournir les outils pour fabriquer même leur propre safe space. Oui, donc ça m'a permis un peu de vous présenter ma pratique de façon condensée parce que j'avais plus envie de vous parler des pièces. Et ici, je vous présente Monique. Alors Monique, c'est des petites chauves-souris. C'est des chauves-souris qui sont finalement des peluches psychopompes. Quand j'étais petit, en fait, à 3 ans et demi, j'ai eu une leucémie, c'était au moment de l'affaire du sang contaminé. Et donc j'ai été hospitalisé dans le service d'hématologie du Kremlin-Bicêtre. Donc c'est un service, il y a pas mal de maladies qui sont liées au sang, sans grande surprise. Et on a reçu du sang, enfin les enfants qui avaient besoin d'avoir des transfusions de sang ont reçu du sang qui était contaminé.
il y en a beaucoup qui sont décédés et on a été 2 à avoir reçu du sang contaminé à survivre. Il y avait la présence, en fait, l'omniprésence plus exactement de la maladie qui planait au-dessus de nous, et on était tous fans de petits vampires. En fait, ça c'est vraiment le craft, c'est vraiment cette espèce de pensée sauvage, c'est vraiment une sorte de pensée animiste des enfants, pour donner une plasticité finalement à la mort qui en prélève certains, et où tout d'un coup il y a un tas de draps devant la chambre, mais ça peut tout aussi bien vouloir dire que la personne n'est plus là, ou que la personne va très bien et est repartie. Donc il y a toujours cet espace gris, c'est vraiment cet espace sans nuance, avec une sorte d'érosion qui est pas forcément si claire que ça. Alors là, j'ai trouvé mon carnet d'hôpital. C'était ce qui était fourni à chaque nouvelle hospitalisation. Comme ma chimiothérapie a duré 3 ans, parce que en fait, le médecin en charge du service se doutait qu'il y avait quelque chose, comme il voyait que ses patients avaient tendance à tomber comme des mouches, donc il a préféré ne pas me faire de greffe, ce qui aurait nécessité d'avoir plus de transfusions. Donc du coup, je suis resté 3 ans là-bas. Et j'ai mis aussi 2 livres de référence que je trouve assez... Voilà, quand on a commencé à en parler un petit peu avec Charlotte, on a parlé d'Asile, d'Erwin Goffman, par rapport à finalement des réflexions sur qu'est-ce que c'est qu'un espace total comme ça, qui peut se recroiser avec finalement les hôpitaux psychiatriques, les hôpitaux, les écoles, les prisons. Des fois, il y a certaines choses au niveau de l'architecture qui peuvent se ressembler. Et puis j'avais envie de mettre The Bathroom, qui est un livre sur le vocabulaire de l'hyperergonomie, c'est-à-dire l'ergonomie par rapport à l'intériorité du corps. Donc on retrouve dans 2 sphères qui sont plutôt les objets liés au plaisir et aussi les objets liés au bloc opératoire, ou qui sont les supports des corps qui sont susceptibles de recueillir l'intériorité avec plein de technicité et d'hygiénisme ou autre. Voilà. Ça c'est un petit pêle-mêle comme ça. Il y a un thème que j'aimerais bien aborder à un moment donné, c'est aussi celle de... ça m'a marqué quand on a pu discuter précédemment, c'est ne pas se perdre. Parce que moi j'ai un souvenir justement de la signalétique et de l'efficacité d'aller d'un endroit à un autre. Le fait qu'il y avait des pneumatiques qui permettaient d'envoyer les échantillons. Et je me dis que ça doit avoir aussi une importance, à mon avis, dans la conception d'un bâtiment, aussi bien le fait d'aller au bon endroit que le fait de pouvoir suivre son dossier. Moi, j'étais poursuivi quand j'allais comme ça en radiologie, par exemple. Il y avait un système avec des convoyeurs qui étaient accrochés au plafond et qui tout d'un coup suivaient le patient, sauf que, bien évidemment, souvent, il se coinçait dans les coins. Et donc il fallait refaire le chemin inverse pour aller rechercher son dossier, qui pouvait être perdu sur des kilomètres. C'était un très grand hôpital. Voilà, donc ça c'est juste un peu une sorte de petit voyage. J'aime bien sur le brancard en dessous, j'aime bien la décoration, parce que c'est toujours, on pourra voir un petit peu plus tard, c'est toujours des décorations qui montrent des vues exotiques, des vues de l'extérieur. Bon, et puis il y a aussi quand même Foucault, parce que je trouve ça assez intéressant. La façon dont il parle de la peau, savoir si c'est intérieur ou extérieur, il y a quand même tous ces flux, et je parle pas mal de ça avec les histoires d'aiguilles et puis les histoires de tissus. La couture, c'est un peu une sorte de sensualisation de cette porosité, et la porosité, c'est bien ce qui est... Enfin, c'est bien le cœur de la chose, parce que justement, si vous avez tenté de faire un hôpital qui soit ouvert sur l'extérieur, c'est justement pour qu'il y ait une sorte de porosité, et que ce ne soit pas cette binarité entre l'extérieur et l'intérieur, ce type de truc. Alors ça, c'était pour revenir un petit peu plus à l'art. Ça, c'était le 23e prix Ricard, où Clément Dirier m'avait invité à faire des pièces. C'est à côté de la gare Saint-Lazare. Et donc, il y a un paravent sur la gauche, avec un motif. Donc c'est le même motif qui est répété avec celui du milieu. C'est un peu les étoiles de Wonder Woman. Et puis, à gauche et à droite, c'est juste des rapports qui sont différents. Et après, pour la colorisation,
pour la colorisation, j'ai utilisé en fait un code pour que ce soit aléatoire, parce que j'aime beaucoup pouvoir convoquer des algorithmes et des choses random, qui pour moi sont un peu aussi une expression de la maladie et du fait de ne pas pouvoir prévoir en fait ce qui va se passer. Il y a aussi des mains porte-sérum qui servent souvent à plein de trucs, et il y en a aussi dans mon atelier. Et là, tout d'un coup, il y a des plantes de salle d'attente, c'est-à-dire que j'ai été chez le fleuriste et puis je leur ai demandé, je leur ai dit que j'étais médecin. Ça, je ne sais pas si ça a complètement fonctionné. Je leur ai dit que je cherchais pour ma salle d'attente une plante qui ne craigne pas d'avoir soif, qui ne craigne pas la poussière et qui ne craigne, dont on peut ne pas s'occuper. Et c'est aussi la présence de ces organismes vivants que je trouve assez intéressant dans les salles d'attente, chez des praticiens qui prennent soin. J'ai tout un petit truc sur l'herborisation. Quand j'étais ici, je faisais aussi des ateliers d'herborisation pour essayer de nommer un peu les habitants végétaux, parce que j'ai vraiment une passion pour le vivant, grosso modo. Là, c'était une expo qui s'appelle Exposé, qui était une mise en exposition du livre d'Elisabeth Lebovici, Ce que le sida m'a fait, qui a eu lieu en 2023. J'avais fait des supports parce que je m'étais dit aussi que si souvent dans les scénos, en fait, ça manque de sièges. Et je m'étais dit que si c'était une œuvre d'art, la scéno ne pourrait pas l'enlever. Donc j'ai fait des sièges, donc c'est des bridges. C'est le degré zéro du design, c'est les fauteuils que je côtoyais en maison de convalescence. Donc c'est des fauteuils qui sont liés à l'attente, qui sont, pour moi ils sont optimales, c'est-à-dire qu'ils sont confortables. On peut se relever parce qu'il y a des accoudoirs. Alors c'est pas confortable pour tout le monde, je l'entends bien. Et en même temps ça prend sa place. C'est-à-dire que des fauteuils comme ça on les voit quoi. Ça ne s'intègre pas super bien. Et j'en avais fait une petite flotte comme ça qui se baladait dans l'exposition. C'était une expo collective. Et ils avaient tous un peu leur pattern. Donc ils étaient en drap réformé comme ça. Ah oui, là tout d'un coup, on passe un peu dans les salles d'attente. Un peu la tête à l'envers avec le tramadol. Et c'était justement pour parler de ce temps-là. Parce qu'en fait, on maîtrise plus son temps quand on est à l'hôpital. C'est une dimension qui chez Thomas Mann aussi est très forte, mais où il y a ce temps liquide, le temps du goutte à goutte en fait, où le goutte à goutte rejoint, ça c'est Jarman qui dit ça, Derek Jarman, le cinéaste, que le goutte à goutte rejoint l'océan de l'éternité. Et je trouve que c'est hyper juste par rapport au temps où tout d'un coup ça n'a... Enfin c'est le process de la goutte qui tombe qui finalement a un sens, mais on est sorti de la pendule. Et ça, la notion de temps, de temporalité, j'aimerais beaucoup savoir justement est-ce qu'à certains endroits ça a pu avoir une incidence dans les choix que vous avez pris, mais ce temps qui n'a ni début ni fin. On rentre dans la salle d'attente et on laisse la montre au vestiaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est plus nous qui choisissons, qui sommes maîtres de notre temps, c'est le médecin, notre corps, la maladie, peu importe, qui va déterminer quand est-ce qu'on peut ressortir. Donc il y a vraiment ce truc de... J'avais fait une pièce aussi dans une cabane, parce que j'avais fait une cabane autour de ma table quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, où j'avais mis juste à l'entrée, comme ça, j'avais mis une montre que j'avais clouée. Et donc là, tout d'un coup, le temps s'arrêtait. Et voilà, donc ça c'était un peu pour parler du temps liquide. Et ça, c'est un autre type de liquidité, c'est plutôt une lumière liquide. C'est-à-dire que c'est un grand espace, la galerie de Chisenheimer, c'était l'an dernier, à la même époque. Et j'ai fait un pied de table oversize. Et tout d'un coup, c'est un peu comme quand on est enfant et qu'on fait une cabane et qu'on est sous la table, sauf que là, on est sous un drap qui fait 100 mètres carrés, avec des draps qui sont croisés yokai et puis français. Et en bas, il y a on le voit pas forcément très bien, mais en fait, on est au niveau d'un canal. Donc il y a vraiment la lumière qui, parfois, à l'heure dorée, vient se refléter. Et c'est à un moment donné où j'ai eu une crise, j'ai commencé à convulser. Et en même temps, c'est un moment plutôt de grâce.
parce que voilà, j'étais accompagnée par la curatrice, on a dégouliné par terre et on a continué la conversation parce qu'elle savait que j'étais capable de pouvoir continuer une conversation et qu'il fallait pas appeler les secours, mais juste voilà, que c'était possible, j'étais juste un peu ailleurs. Et j'ai mis une lumière ici qui tout d'un coup crée un peu cette lumière liquide. C'est des gyrophares. C'est des gyrophares de l'urgence, c'est des gyrophares de police. Donc, alors cette mer liquide, dans certains cas, à la fin de certains films, c'est une bonne nouvelle. Peut-être pas pour tous les corps dans le monde, mais quand il y a tout d'un coup cette nappe à la fin des films, où c'est les gyrophares. Et si on a les yeux bleus, à ce moment-là, c'est plutôt à cause des gyrophares. Et moi, j'ai rajouté des plugs par-dessus. Et puis je les ai peints avec ces couleurs qui sont tout d'un coup que j'ai commencé à mélanger. Et ils sont tous connectés à un code qui est une noise qui crée un effet random. Et c'est imprévisible. Donc c'est-à-dire qu'ils vont tous à une vitesse différente en permanence et à une intensité qui varie. Donc ça crée vraiment un truc, c'est impossible de dire si celui à gauche ou celui à droite, il y en a 19, il est plus fort ou moins fort. Et ça laissait aussi beaucoup de place au vide. C'était un peu une montagne aussi, un paysage, une manière de s'envoler. Et en haut, il y avait un peu la couronne, et c'était un pic-aiguille. Alors, après, je suis partie en octobre, donc c'était vraiment juste quelques semaines après, on a fait cette exposition qui s'appelait Monstera Deliciosa au MUMOC à Vienne. Et où là, c'est une salle d'attente. Une salle d'attente où il y a des boules à neige. Alors les boules à neige, j'ai mis des choses qui sont très banales dedans parce que c'est un petit peu cette... Il y a un de mes combats, c'est le combat contre la charité. C'est-à-dire que par exemple, il y a des associations de charité qui viennent au chevet des patients pour leur faire réaliser un rêve. Cette idée du merveilleux. Sauf qu'un rêve, c'est un rêve, et puis après, si on est un bon patient, soit on décède, et dans ces cas-là, ça fait la clou, soit justement on va bien et ça nous a sauvés. Et en fait, je pense que moi j'ai mis du banal dans ces boules à neige, parce que je pense que réussir à réenchanter le banal et partir du banal, de la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire on est dans une chambre, on est enfermé, et c'est là où le banal peut exister de manière sublime, c'est intéressant. Donc il y avait ces boules à neige à pratiquer, c'est toujours des espaces à pratiquer un peu les trucs que je fais. Il y avait une fuite d'eau aussi qu'on voit un petit peu, il y a un baquet jaune, et j'avais fait une fuite d'eau, c'était un peu la fuite de l'institution, qui goûtait et c'était relié, c'était en permanence, et donc ça goûtait comme ça à intervalles réguliers. C'était une petite fontaine de salle d'attente un peu pour déstresser. Et en même temps, c'était vraiment ça c'était le chronos, c'était le métronome de la pièce parce qu'on n'entendait que ça quand on arrivait. Et il y avait des graviers roses au fond quand même. Sur les murs, en fait, la pièce était grande, et puis moi j'avais pas envie de faire un truc grand, donc j'ai utilisé le vide. C'est un truc que j'aime beaucoup, utiliser le vide, parce qu'il y en a quand même pas mal aussi à l'hôpital ou dans les lits des personnes invalidées. Et j'ai projeté des images qui sont des images d'ombre. Et l'ombre, en fait, j'ai commencé à faire ça parce qu'à ce moment-là, j'étais à Lens, en résidence, avec la collection Pinault. Dans un truc, c'est un ancien presbytère, et donc il y a des arbres tout autour. Et puis, il y a eu des moments où je ne pouvais pas trop bouger. Et il y a une collectionneuse qui m'a posé la question, parce qu'elle était tout d'un coup alitée aussi, qu'est-ce qui te connecte au plaisir quand tu es en format jardinière, quoi. Et j'ai réfléchi, j'ai regardé le plafond et je lui ai dit qu'en fait il y avait un truc quand même qui connecte aussi à un autre cycle, c'est de regarder les ombres qui passent, ce cycle de la lumière qui traverse les différents types de feuilles et qui se reflètent. Donc j'ai commencé à capter de manière assez juste technique les ombres des arbres qui bougent. J'en ai fait des films et elles sont rétro-projetées. Donc, en fait, quand on rentrait dedans, ça faisait un peu chapeau melon et bottes de cuir. Parce qu'il y avait un papier peint mouvant, il y avait des sièges Bauhaus avec des chaises qui n'avaient rien à faire là. Et puis comme on n'avait plus suffisamment de budget, les tables sont Ikea. On a quand même rajouté un petit topping en plexi pour que ce soit plus rigolo. Et voilà, il y avait aussi... je suis devenue Monique, la petite chauve-souris vampire, donc j'ai fait un costume avec l'Opéra de Vienne.
Ça, c'est une autre exposition à Lafayette Anticipation où j'ai fait des machines à laver, parce que je trouve que une sorte de cycle qui s'arrête pas comme ça. Et en fait, c'est un jouet optique. On peut voir comme ça, parce qu'il y a du code aussi, et c'est un gyrophare avec 3 boules à facettes, et le tambour, on l'a remplacé par un kaléidoscope, et on a mis un verre dichoïque devant. Donc on a l'impression que c'est en fait des écrans, parce qu'en plus on a utilisé du verre c'est un verre qui est spécial, c'est celui de l'éclairage public, parce que je suis toujours en train de parler de la lumière du pouvoir sur les choses, donc les gyrophares, on veut tout voir, la lumière du porno aussi, soi-disant qui veut tout voir, et tout ça, alors que, bon voilà, moi je parle plutôt de la lumière de l'intérieur. Ça, c'était une expo que j'ai fait à ma galerie à Paris, à côté de Beaubourg, qui s'appelait Poudre de riz, où j'ai commencé aussi à travailler sur... à Vienne, j'avais commencé à travailler sur mes cotes, mes chiffres. C'est-à-dire que j'ai fait l'essayage pour faire le costume de chauve-souris. On m'a demandé de noter en fait les dimensions de mon corps parce que je ne pouvais pas me déplacer. Donc j'ai pris les dimensions, puis 2 semaines plus tard, la chargée de prod est revenue vers moi en me disant que clairement j'avais dû me tromper, qu'il fallait reprendre la mesure de la pointe de la nuque à la pointe du sein ou d'autres trucs. Bon, je me suis exécuté, et puis 3 semaines plus tard, la prod m'a demandé des photos de moi, parce qu'ils n'arrivaient pas à lire mon corps, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les chiffres. Et en fait, les chiffres, effectivement, ne correspondaient ni à un genre masculin ni à un genre féminin, ce qui correspond aussi à une partie de ma singularité, où j'ai des caractères sexuels qui sont de type secondaire féminin, mais c'est un corps qui, tout d'un coup, c'était marrant de se heurter par rapport à ces tailleurs, finalement, qui ne savaient pas lire les chiffres et qui ont eu besoin d'avoir des nudes pour, tout d'un coup, réussir à dire « Ah oui, c'est vrai que c'est ça, c'est quand même... » Donc, fort de cette expérience où on s'est dit qu'on était vraiment au bon endroit, enfin, c'était une découverte. Il y avait déjà des internistes qui avaient pu me dire que j'étais pas complètement straight là-dessus, mais toujours est-il que là, c'était les couturiers, c'était la couture, et je me suis dit, mais pour l'expo à Sultana, je me suis dit, je vais travailler sur les pyjamas, j'en avais récolté plein. Donc je me suis dit, je vais faire un petit podium de pyjamas, parce que c'est ces pyjamas qui sont fendus derrière. Je me suis dit, on va peut-être en faire un truc un peu plus sexy. Et comme moi, j'ai pas la formation pour faire du patron à plat, je fais du moulage. Alors le moulage, c'est utiliser un stockman comme ça. Et stockman, ils font c'est les mannequins de couture. Et à ce moment-là, si on a un mannequin à son corps, on peut commencer à faire des choses par rapport à soi. Sauf que les mannequins que je trouvais ne correspondaient pas, donc j'en ai fait un sur mesure. C'est une pratique qui existe, par exemple pour les défilés de mode, les agences de mannequins ont des corps, des bibliothèques de corps de mannequins qu'ils envoient pour faire les retouches avant, ou aussi les personal shoppers qui se baladent avec les corps de leurs clients et de leurs clientes. Donc je trouvais ça intéressant, cette économie des corps, et moi je l'ai fait en patchwork. À côté, on voit on voit des strap-on. Ça, je vais vous passer, j'ai une petite capsule d'1 minute. J'ai choisi avec soin mon propre harnais. Il est dans un vinyle irisé. Je voulais un truc doux et éloigné de l'esthétique FHM et céleri cuir de grosse berline vers lequel parfois certains peuvent tendre. Cela manquait de douceur, de moelleux et de gentillesse. Alors j'ai pris des draps réformés des hôpitaux, ces pastels adoucis par les lessives successives. Ces draps dont on couvre les corps des êtres invalidés pour mieux les désexualiser. Et puis j'ai commandé un dildo Gradient, tendre et velouté. Mais finalement, en l'enfilant à travers le joint torique, je me suis demandé si réellement j'avais envie de faire une sculpture pénétrante. La maladie est une lumière de l'intérieur. Starhawk dirait de l'immanence peut-être, en opposition à la transcendance. Une lumière du dedans, pas celle du pouvoir sur les choses.
Alors j'ai placé des mini-projecteurs disco qui sont autant de clitoris joyeux sur le dance floor. Et puis ils écoutent et réagissent aux mots qu'on leur dit grâce à un petit micro. Et là on arrive, c'est un peu chronologique, on arrive à Grenoble, donc ça c'est en juin. J'ai une rétrospective en ce moment au magasin à Grenoble, donc c'est un lieu qui est relativement grand, où ça m'a permis, c'est un peu une sorte de maison de poupée où ça m'a permis tout d'un coup de voir l'étendue de ma pratique et peut-être de relier à des pièces antérieures comme le lit que j'ai fait en résidence avec la fondation d'entreprise Hermès qu'on peut voir là, l'espèce de tente, qui a aussi été montré à Meudon parce qu'il est en 2 exemplaires, donc maintenant ils tournent un peu ensemble. Et à côté, il y a ces monstres gentils, parce que mon idée c'est toujours de réconcilier, donc on a eu un partenariat avec le CHU de Grenoble, et nous en avons, il me semble, réussi à faire une petite captation avant la déchetterie de 1,5 tonnes. Ce qui ne correspond pas, c'est pas énorme par rapport finalement au volume qui est traité. Et dans l'espace, qui est un grand hangar Eiffel, ils sont disposés, il y a 7 cairns, ou 9 cairns je crois. J'appelle ça un peu des cairns, mais c'est aussi dans cette idée de lessive, tout ça. Et il y a un bruit des fers à blanc, une sorte de canon des fers à blanc. Ça, c'est un second lit que j'ai fait, que je viens de faire à Tokyo, avec ma galerie là-bas. Et au bout, j'ai refait la grande touffe d'herbe de Dürer, mais en plante en plastique, parce que j'ai arrêté d'utiliser les plantes vivantes, parce que je trouve que c'est pas très compatible avec le white cube ni des hôpitaux d'ailleurs, ni même des centres d'art. Voilà, parce qu'on les fait souffrir quand on les met là-dedans. Puis ça, c'est d'autres pièces. J'ai refait un bridge. J'ai caché des petits trucs derrière l'oreiller. J'ai mis aussi un vibromasseur sur un galet vibrant sur l'oreiller. Et là, on arrive à un truc qui est un peu plus Scooby-esque, Charlotte. On va pouvoir commencer un peu à discuter de son lumière, par exemple. Et une de mes références, c'est Jean-Michel Jarre, parce que quand j'étais chez Néo, sous Aplasie, il y avait Jean-Michel Jarre qui faisait son truc, je crois, à la Défense. Et j'avais vraiment terriblement envie d'y aller, mais évidemment, j'allais à aucun événement, parce que s'il y avait un enfant, par exemple, qui était malade, je ne pouvais pas aller à l'école. Autant dire que j'ai dû y aller quelques jours par an. Mais là, c'est l'idée d'un son et lumière non spectaculaire. C'est une pièce que j'ai fait pour exposer, où c'est un fac-similé fait avec les moyens du bord, de manière scénographique, du ray de lumière sous la porte qui tout d'un coup nous place à l'extérieur de quelque chose, ou à l'intérieur. Mais là, on était à l'intérieur du Palais de Tokyo, à l'intérieur de l'institution où j'avais été invité. Mais du coup, est-ce que la réalité, ça se passait à l'extérieur, à l'intérieur? C'est hyper simple comme truc, on a fait des petites reconstructions 3D, on a dessiné ce qu'on avait envie. À un moment donné, il y a une chauve-souris qui passe, il y a plein de scénarios avec l'ascenseur qui s'ouvre, tout ça. On a besoin d'aide, on appelle l'infirmière, tout d'un coup ça se met en rouge, ça se met en vert. Enfin voilà, c'était un truc, et ce que j'aimais bien dans cette pièce, c'est qu'on pouvait passer à côté sans la voir. Et hier, j'ai digué pour retrouver l'image qui est un peu la base de cette pièce. C'est ça, donc ça c'est dans un service de neuro pendant la nuit. Et c'est le ray de lumière sous la porte. Je me dis que ce serait tellement cool de faire des boudins de porte. D'autres petits jeux de lumière, ça c'est le matin sur la droite. Puis ouais, j'ai fait aussi, ça c'est un peu une sorte de craft des invalidés. C'est le papier qu'on doit signer pour dire qui est-ce qu'il faut prévenir si on meurt. Ouais, donc à chaque fois j'essaye de trouver une manière créative de le remplir et de lui donner un sens un peu différent. Je sais pas si j'ai beaucoup parlé et du coup je peux un peu avoir envie que je prenne la parole. Ouais. Bah, allons-y. Je peux prendre la parole. Merci beaucoup. J'ai encore plein d'images, mais en même temps, ça nous permet de nourrir
Oui, puis la discussion sera peut-être l'occasion que tu te promènes dans les images. Alors merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions. Et donc comme moi je le dis de façon un peu vulgarisante, je suis discutante, mais en fait je fais monter la mayonnaise, prendre la mayonnaise entre donc, deux disciplines, deux praticiens. Et j'aimerais commencer donc avec vous deux, peut-être par, pas directement la lumière, mais on va y arriver, c'est promis, mais par ce paradoxe que vous avez abordé tous les deux. Alors je vais parler lentement, c'est promis. Merci. Le paradoxe que vous avez abordé tous les deux, du dedans et du dehors, qui est contenu déjà dans le concept de claustrophilie, ou au moins de claustro, puisqu'on est dans un espace fermé. Mais en fait, on comprend dans vos deux exposés qu'à l'intérieur de ce dedans, d'accord, à l'intérieur de l'hôpital, des hôpitaux, il y a toujours un dedans et un dehors. La chambre, le couloir, les zones de soins. Comment, dans vos réflexions à l'un et à l'autre, vous abordez ou pas, hein, peut-être pas tout le temps, on n'est pas forcément conscient de tout ce qu'on vit à chaque instant, ce qu'on appelle une mise en abîme, c'est-à-dire le dedans, du dehors, etc. Mise en abîme, vous comprenez? Non. Ou alors comme des poupées russes. Il y a une poupée dans une poupée dans une poupée. Là, il y a un dedans dans un dedans dans un dedans. Et donc, voilà. Est-ce que ça, ce paradoxe du dedans dans le dedans, ou du dehors dans un dedans, fait écho à vos travaux? Est-ce que je pourrais justement montrer un truc? C'est ça. Qui pour moi illustre le plus en fait ce dedans du dedans du dedans. Parce que l'hôpital c'est un espace public. C'est un espace public où quand on est allongé le matin, il y a le chef de service qui passe et puis qui tout d'un coup regarde ces imageries et où notre dedans devient un espace public. L'espace public se poursuit dans notre intériorité. Et là, le travail que j'ai fait, c'est un travail de reconstruction 3D à partir de mes images où j'ai fait des réaux de couleurs. Mais il y a un peu cette idée, tout d'un coup, de donner les clés d'un escape game qui nous a été confisqué par la clinique, par l'ANEC et par la mise à distance en fait, de la technicité qui crée toujours des intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a le radiologue qui prend les clichés, et puis ensuite il y a le spécialiste, et ainsi de suite. Donc on n'a plus accès à l'information ou à une visualisation. Et là j'ai réutilisé le logiciel en fait, que les chirurgiens utilisent pour préparer les opérations. J'ai pris une licence pour ça, et j'ai fait ce truc-là, et c'est des portraits. Alors je les étends maintenant à d'autres corps, mais pour moi c'est vraiment, s'il y a peut-être dans ma pratique, un truc qui joue par rapport à l'espace architectural, social de l'hôpital, qui est un espace public et qui se prolonge à l'intérieur des corps, ben là il y a peut-être une tentative de réappropriation. Et quand je dis escape game, c'est parce que j'en ai aussi fait des foulards en soie, et que les foulards en soie c'était des plans d'évasion à l'origine qui étaient confiés aux officiers pour que s'ils étaient pris pendant la guerre, ils puissent se tirer. En fait, c'est une cartographie, et là, mon idée, c'est de redonner la carte de l'escape game, et du coup, c'est vrai que je trouve ça drôle, le plan, le joli plan que vous nous avez montré. Et alors, le plan de tout le système technique est quand même très très impressionnant. On se rend compte de la technicité du bâtiment. En plus, on ne voit pas, donc c'est peut-être un peu décevant comme architecte d'avoir une grosse partie de son travail qui disparaît totalement. Et vous l'avez un peu évoqué, mais je trouve, en parlant de Beaubourg notamment, on voit aussi les différents flux du bâtiment. J'imagine les flux d'eau chaude, les flux de ventilation. Et là, on est aussi dans une machine, donc un bâtiment, qui devient également un corps. Est-ce que ça, alors je ne sais pas trop si je parle à l'artiste ou
ou à l'invalider et ses maladies de compagnie, puisque c'est comme ça que vous parlez de vous, hein, donc je me permets. Je ne sais pas si... Donc je vais parler aux deux en même temps, hein, c'est un petit peu comme Maître Jacques dans l'Avare qui va enlever sa casquette pour changer de rôle. Mais est-ce que ce corps machine, à l'intérieur de la machine, parfois entre en résonance? Et ça, alors à titre plus personnel, moi j'ai pu le sentir en sous-marin, où on se dit qu'on est dans quelque chose de matriciel et on peut se projeter vers une interdépendance absolue, c'est-à-dire que si le sous-marin explose, implose, on implose aussi. Est-ce que vous, à un moment, dans vos différents séjours ou sur le long terme ou de temps en temps, il y a une confusion entre votre corps, votre machine à vous et la machine architecturale? Je crois qu'elle passe par la sensorialité, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est tellement un espace qui est globalement erratique que le moindre détail a une importance très très forte et que ça passe par les sens qui par ailleurs sont dans certains cas abrasés aussi par ce que l'intériorité peut vivre en fait par tous ces trucs. Et je pense que, ouais, enfin clairement le son... Le son est quelque chose qui, quand on est, quand on est dans des états de conscience qui sont un petit peu différents sur son lit, c'est un petit peu comme si l'oreille se décrochait et passait sous le rayon de lumière de la porte. Et il y a ces jeux, en fait, ces jeux de zoom, de back zoom, qu'on peut voir dans cette création sonore que j'ai fait avec Arterio, où on a été enregistré une nuit tous les sons. On avait pris plein de micros différents et on a enregistré en fait, on a fait un field recording de la nuit à l'hôpital, à l'Institut Curie, dans un service de soins palliatifs oncologiques. Après on s'est baladé, on a fait des travelling, on a été jusqu'au carrelage de la mort ou autre. Et ensuite on l'a monté pour le déréaliser, pour justement créer un peu ce dont vous parlez, cette expérience où tout d'un coup on devient le bâtiment. Donc là c'est les sons, c'est les vibrations du bâtiment qui sont complètement déréalisées, hein. C'est une fiction qui a plus vraiment de sens, mais... Et pour rebondir sur ce que vous dites, est-ce que, en tant qu'architecte, dans le cahier des charges, ou vous, dans une proposition singulière, vous avez une préoccupation sur l'environnement sonore? Ah oui. Non, je pense pas vraiment. Non. Vous voyez, nous avons vraiment ça. Vous avez, je voulais un peu montrer ça, ces différentes couches que nous avons. Les couches on commence avec la statique, c'est une sorte de grid, et après on met des éléments en plus, beaucoup d'éléments. C'était 4, il y a plus, en plus et plus. Le son est aussi un élément qui vient en plus dans ce bâtiment, mais en effet, on essaie de réduire les sons. Ça doit être vraiment calme, en effet. On cherche le calme. On fait par les sons. Oui, donc la prise en charge du son, vous, c'est dans une forme d'isolation. Oui, exactement. L'isolation, il y a deux choses. L'isolation entre, par exemple, entre les chambres, on évite le son. Ça, c'est par exemple, entre les chambres des enfants. C'est très important. Quand ils ont bâti un hôpital aussi dans ce hôpital Aqua, ils ont bâti un bâtiment 2000. Et là, le son était pas bon. On a vraiment entendu tous les malades de l'une chambre à l'autre. Ça, c'est vraiment un grand problème. Et nous voulions éviter vraiment des choses comme ça.
intimité, de créer une intimité entre les chambres, par exemple, est très très important. Ça c'est pour nous, ça c'est notre tâche, de créer l'intimité et d'éviter le son. Et alors, si on reste sur la sensorialité, pour glisser vers la lumière doucement, quelles sont les autres contraintes ou dimensions sensorielles, paramètres dans le bâtiment, qu'en tant qu'architecte, vous pouvez adresser, je dirais, avec un peu de liberté, que ce ne soit pas une réponse stricte à un cahier des charges, comme ça peut être avec, à un moment, les plaintes arrondies pour le fameux Karcher. Quelle est votre liberté, vous, en tant qu'architecte, que créateur, pour justement accompagner toute la sensorialité à laquelle les habitants, le peuple des pyjamas, vont être sensibles malgré eux et dans des périodes plus ou moins longues en fait. La liberté est grande, en effet, c'est grand. On pense tout est réglé, mais en effet, il n'est pas. On peut faire beaucoup de choses, mais ça doit make sense. Il y a une grande, par exemple, tout ça que j'ai montré avec les plaintes, comme ça, on n'a fait pas ça. On n'a pas fait ça. On fait ça peut-être dans des salles d'opération, là, et c'est tout. Et autrement, on ne fait pas ça. Mais peut-être le client veut ça, il demande ça, et on travaille pour ne le pas faire à la fin. Ce sont toujours des choses comme ça. Et, c'est pas seulement le client il écrit, il veut ça, et nous faisons ça, c'est toujours un dialogue de faire des espaces dignes et des espaces pas hôpitaux, des espaces comme peut-être, comme j'ai montré cet espace pour les enfants, comme à la maison peut-être. Comme à la maison, il y a des fenêtres, on peut être dans la fenêtre, on peut regarder dehors et tout ça, les sœurs et les frères peuvent venir, peuvent être là, peuvent jouer et tout ça. C'est une clinique. Et alors justement, pour refaire un petit lien avec le titre de ce cycle de conférence, donc Habiter en claustrophilie, c'est la maison, on habite dans une maison. Est-ce que à un moment, vous vous êtes dit que vous habitiez à l'hôpital? Est-ce qu'il y a un moment, pour vous ou d'autres personnes que vous avez pu croiser, on se dit, malgré soi, ou on se laisse aller à penser qu'on habite à l'hôpital, que sa chambre, c'est sa maison, c'est comme à la maison, ça devient la maison? Oui, c'est complètement ça. Enfin, surtout que je suis né à l'hôpital, mais j'y suis resté les premiers moments de ma vie, donc je me suis vraiment construit. J'ai eu une méningite à la suite de laquelle j'ai été hémiplégique, et à ce moment-là, on était traité en étant verticalisé, c'est-à-dire accroché à une planche pendant les premiers mois. Donc tous mes premiers signes, un peu, tous les premiers signes d'empreinte, en fait, je les ai eus par rapport à une institution. Donc c'est au-delà même de la maison, c'est le foyer, en fait, c'est ce qui m'habite. C'est plutôt, c'est pas moi qui habite l'hôpital, c'est vraiment l'hôpital qui m'habite. Et donc c'est aussi l'endroit d'intimité, finalement, aussi. Et j'avais juste envie de raconter une petite anecdote. Ça fait un petit pont vers l'arrière, mais par rapport à l'isolation phonique entre les chambres, j'avais envie de raconter une histoire qui est au moment où on était des petits vampires dans ce service-là, il y a eu beaucoup de moments où j'étais en aplasie. Donc, et les autres enfants ne pouvaient pas sortir de leur chambre qui était devenue stérile. Donc là, on n'a pas de contact en fait avec les autres. Il y a une isolation qui est vraiment vitale et bactériologique. Enfin, juste on meurt si... Bref. Donc, on était chacun dans nos box et on essayait d'entendre la nuit, d'essayer de reconnaître qui était en train de crier ou de pleurer. Et en fait, c'était très précieux pour nous de pouvoir entendre les autres. Enfin, ça apporte juste une toute petite nuance dans le sens,
En fait, justement, on cherchait à tout prix à reconnaître les voix des autres enfants qu'on ne pouvait pas voir, à cause de cette paroi invisible, des trucs... voilà. C'est un totalement différent aspect. Ah oui. Totalement différent aspect, mais sectoriel, on ne peut pas travailler avec ça, nous. Parce que nous, on doit vraiment éviter les perturbations, mais vous avez une totalement autre expérience. Mettre des pots de yaourt ou des IGA-Folle. Je le comprends. Et alors, justement, dans l'autre expérience possible, il y a celle de la lumière. Puisqu'on est dans un lieu qui est quand même un lieu public, où fonctionnellement, j'imagine qu'à toute heure du jour et de la nuit, les soignants doivent pouvoir arriver avec des chariots pour des soins et des choses comme ça, avec des scopes, hein, les machines, alors, qui font une forme de lumière, j'imagine, en plus ou moins permanence. Déjà, une télé en veille dans une chambre d'hôtel, ça peut vous pourrir la nuit. Donc un scope dans une chambre d'hôpital, je vous laisse imaginer. Quel traitement, quel regard sur la lumière vous avez tous les deux aujourd'hui, avec le défi que ça comporte, c'est-à-dire d'être dans l'ultra-fonctionnel et aussi dans l'intime. On a ça, à titre de comparaison, on a ça avec les réverbères dans la rue, où quand on est passant, par exemple, dans la rue, on veut vraiment que les réverbères éclairent à fond, pour se sentir. Les réverbères, c'est l'éclairage public. Ah, okay. Les lampadaires, peut-être, les lampadaires dans la rue. Donc quand vous êtes passant dans la rue, vous avez envie que ça éclaire énormément. Et puis si vous habitez sur rue au niveau du réverbère, vous n'avez pas du tout envie que ça éclaire. Alors après, évidemment, il y a la pollution lumineuse, la biodiversité, que maintenant, on sait l'impact de l'éclairage public, mais voilà, autour de quelque chose de somme toute peut-être banal, ou auquel on ne pense pas forcément, il y a comme ça une tension qui s'exerce, et comment vous pouvez travailler alors, individuellement ou ensemble, c'est-à-dire au niveau de l'art, ce que ça dit, on a vu c'était au Palais de Tokyo, je crois, le Ray de Lumière, le traitement sur alors en français on dit spécularité, la réverbération de la couleur, comment on dit ouais, c'est spécularité, comprenez ? Spécularité, hein. Quand ça se reflète, quand la couleur, vous savez, vous en avez parlé, rose se reflète et fait une brume de couleur, comment on peut aller plus loin ? De quoi vous avez envie ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour aller plus loin et tisser une sensorialité qui accepte et compose aussi avec une lumière qui doit être fonctionnelle quand il faut, quoi. Ouais. On a toujours les deux choses. Par exemple, dans les chambres pour les enfants, les chambres pédiatriques, on a eu la fonction qu'on doit avoir 1000 lux. 1000 lux, c'est beaucoup. Ah, c'est énorme. C'est énorme. On a eu vraiment une grande lampe, vous avez peut-être vu ça, on a essayé de la faire beau, mais on peut faire 1000 lux. Et ça, on n'essaie pas normalement. Mais en cas d'une urgence, le docteur doit venir et 1000 lux. Ça fait comme vraiment une salle d'opération, presque, parce qu'on a peut-être la nécessité, on ne sait pas. Alors comme ça, on a vraiment toute la variété d'être très intime avec la lumière ou vraiment the range. Ça c'est et c'est à la main des enfants. À la main, et après c'est compliqué avec le IT et tout ça, et ça ne fonctionne pas et toutes ces choses. Ça c'est aussi une tâche, mais c'est vraiment... On a toujours toutes les exigences. C'est super intéressant. Je vous ai montré parce qu'en fait sur le dernier lit que j'ai fait, en fait il y a une lumière verte, c'est-à-dire que j'ai mis des néons, un petit peu comme les néons qui sont sous les voitures de tuning. Et c'est un travail que j'ai peut-être envie de faire pour un prochain projet où je vais travailler sûrement à l'intérieur d'un hôpital, mais travailler avec des éclairagistes pour faire des éclairages sous les lits. Mais
le truc que ça me donne envie de vous raconter, c'est l'histoire des boules à neige en fait et de la création des boules à neige. Je sais pas si vous connaissez d'où ça vient, mais en fait c'était un chirurgien à Vienne, ça a été inventé à Vienne, et c'était un mécanicien pour les chirurgiens. Donc les chirurgiens à l'époque de Charcot allaient le voir pour faire régler leur bistouri et leurs trucs. Et donc il avait une petite échoppe, et à un moment donné, il y a, je crois que c'est Volta ou je sais plus trop quoi, qui a mis dans les blocs l'électricité. Et là, tout d'un coup, il y a un chirurgien qui a raconté qu'il voulait plus de lumière. Enfin, plus de lumière pour voir à l'intérieur des corps. Et là, ça me fait penser au Milux. Et le truc, c'est que ce type a utilisé une astuce qui était utilisée par les cordonniers qui avaient des échoppes qui étaient particulièrement sombres, de mettre des précipités métalliques à l'intérieur d'un globe pour le mettre devant la bougie. Donc il a chopé tous les trucs qui traînaient dans son atelier, il a mis cette neige, et ça a créé des boules à neige, et je crois que c'est la 4e génération, ceux avec qui j'ai fait des boules à neige, de cette famille-là. Je trouvais ça intéressant, le 1000 luxe, que tout d'un coup ça se connecte avec les boules à neige. Il faut faire une boule à neige. C'est hyper compliqué à faire une boule à neige, c'est des technicités, tout le problème vient quand on commence à mettre l'eau. Merci beaucoup. Alors, le temps tourne. Est-ce que dans le public, vous auriez des questions, des remarques ou des histoires à nous partager pour continuer la conversation? On a combien de temps encore? Il est 20h30. Oula, il est 20h30. Alors, est-ce que vous avez un regret, quelque chose que vous n'auriez pas dit? Non, j'ai beaucoup dit. Moi, j'ai beaucoup dit aussi, mais j'en ai un quand même. Alors, ça a été complètement spoilé, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des budgets qui sont dédiés à l'art, qui s'appellent les 1%. C'est 1% du budget par rapport à l'architecture pour des œuvres d'art. Et moi, je me demande si ça pourrait pas être intéressant de l'utiliser justement aussi avec des designers pour créer des choses qui soient véritablement plus phénoménologiques, c'est-à-dire tout d'un coup utiliser ce budget-là existant pour travailler un revêtement de sol, travailler une isolation, travailler un système de pot de yaourt ou faire des ciels de lit, mais faire des choses qui soient véritablement à destination en fait, qui soient des outils, finalement une sorte de restitution au peuple des pyjamas, enfin que ça puisse retourner, que l'art puisse tout d'un coup enrichir l'expérience du banal là-bas. Voilà. C'était juste le dernier truc que je voulais dire. Alors, oui, parce que du coup, je suis désolée. Il y a aussi quelque chose qu'on avait abordé un petit peu, c'était qu'effectivement, pour arriver à ce cheval de bataille, on va dire, qui est vraiment du 1% et de l'art fonctionnel, entre guillemets, ou que ces budgets puissent être vraiment au service du peuple des pyjamas, ça nous incitait tous à travailler dans une forme de transdisciplinarité. Voilà, donc je me permets juste de rajouter ça parce que c'était une conclusion importante à laquelle on est arrivé, et c'est aussi la richesse de ces conversations, de ne pas être dans une opposition ou une juxtaposition des disciplines, mais vraiment de se dire qu'encore une fois, il y a cette mayonnaise qui doit prendre ensemble pour arriver à faire avancer les choses. Et donc, nous avons une question. Oui. Je voulais revenir sur la question, enfin, la différence de propos au niveau du son, en fait, justement, entre toi, Benoît, qui disait que quand tu étais en chambre stérile, vous aviez besoin presque de créer du contact avec les patients, là où d'habitude on attend souvent, effectivement, il y a un besoin d'insonoriser les chants dans le cas de beaucoup de chants. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, par rapport aux chambres stériles, qui soient un peu à l'image de ce variateur de lumière et qui permettent effectivement de créer du lien? Et ça m'amène aussi à la question de est-ce que vous avez été en contact avec des patients, qu'est-ce qui a été fait en matière de recherche, en fait, justement, pour créer les environnements les plus propices, justement, pour ces enfants? Est-ce qu'il y a... Enfin, voilà. Sur quoi s'est basée la recherche, en fait? Bon, nous les architectes, c'est toujours très très difficile parce que nous ne sommes jamais les spécialistes.
nous faisons beaucoup de choses, nous sommes des généralistes. Nous faisons vraiment, nous avons, par exemple, nous avons 15 sortes d'ingénieurs dans ce projet, 15. Peut-être 18 sortes d'ingénieurs, c'est vrai. C'est ça que nous devons mettre ensemble. Les exigences, par exemple, comme les enfants sont dans les chambres et tout ça, là on parle vraiment avec les spécialistes de l'utilisateur. Alors je ne sais pas en français, les gens les médecins, les pédiatres, là, les médecins, mais aussi ceux qui sont les chefs des soins et tout ça. Et eux, ils sont les spécialistes. Et eux, ils nous disent quelles sont les exigences. Et là, on entend, et ce n'est pas nous qui peuvent dire là quelque chose, ce n'est pas possible. Parce que nous, on a l'exigence de vraiment de mettre toutes les autres disciplines ensemble. Alors nous sommes l'espace, la matérialisation, la lumière, tout ça, c'est notre tâche, mais aussi notre tâche est de faire un ensemble de ces, comme j'ai dit, 15 disciplines, vraiment de mettre les ensemble et de pas détruire l'architecture, de ne pas détruire les espaces et tout ça, parce que normalement, toutes les disciplines veulent détruire une sorte de, disons, l'espace, l'architecture ou tout ça, parce que tout le monde pense à soi-même. Alors nous sommes les généralistes. Nous entendons toujours, ah, toi, c'est ça, mais peut-être ça suffit aussi. On met ça tous ensemble. C'est une discipline qui est un peu rare, vraiment de savoir de toutes les choses un peu. Nous savons de toutes les choses un peu, mais pas beaucoup. Et tout ça, on met ensemble. C'est vraiment super. Et est-ce que vous avez eu, je ne sais pas si ça se pratique en Suisse, mais est-ce que vous avez eu des contacts avec des collectifs, en France ça existe, c'est même un diplôme universitaire de patients experts. Est-ce que vous avez... bien sûr. Ouais, bien sûr. Ma femme est une patient expert. Et bien ce sera le mot de la fin, le patient expert. Ah bah. Oui, pardon, bien sûr, pour... Merci beaucoup pour les deux. Je joins la question précédente riche en différences entre l'un et l'autre, mais très complémentaire aussi sur les démarches, surtout évidemment sur transdisciplinarité aussi. Mais on a parlé de beaucoup de choses aussi sensuelles, donc liées au sens plutôt, je dirais, aussi. Et je me demande par rapport à l'odeur, parce que moi, mon mémoire, en fait, de l'hôpital, c'est l'odeur. Et l'odeur où il y a tout ce qu'on a parlé, donc toute la nécessité d'hygiène, de stérilité, évasion de se contaminer entre les bactéries d'un corps à l'autre. Mais il y a aussi l'odeur, donc de tous ces éléments qui permettent que l'institution fait ce qu'elle fait, mais aussi, et ça, Benoît, tu sauras, parce qu'en fait, quand tu étais ici à la Cité, il y avait aussi une odeur très présente dans ton atelier. C'était, je ne sais pas si c'était les plantes, c'était un mix entre les plantes, je pense que tu avais des... Je ne sais pas si tu avais des diffuseurs ou pas. Bah si, comment ça s'appelle, les sapins là. Que tu as fait aussi une œuvre. À cette époque-là, j'étais à fond sur l'encens Saint-Benoît, qui est l'encens des exorcistes dont je parfumais les draps. Et après, donc les sapins que tu utilises aussi dans tes installations, mais l'odeur aussi de tout ce que le corps émet, évidemment, et qui est beaucoup plus inconscient, donc les hormones de peur, d'espoir, d'amour, etc., etc. Je pense que tout ça, ça se mélange bien
ensemble dans ces environnements. Donc je voulais juste rajouter, voilà, et c'est pas pour rouvrir une discussion, mais pour rajouter. Bon, mais pour le tome 2, on pourra ouvrir sur les odeurs, ce sera vraiment passionnant, effectivement. Écoutez, merci à tous et à toutes. Je sais pas, Claire, si tu veux le mot de la fin, je sais pas comment vous... On a une prochaine date le 10 décembre. Voilà, le 10 décembre, autour des cabanes, ça n'a pas changé, voilà, les cabanes. Il y a eu une précédente qui doit être peut-être encore disponible sur l'exploration spatiale habitée. Qui est en ligne, voilà, l'exploration spatiale habitée, donc avec un architecte et un philosophe, et toujours moi en discutante. Et voilà, donc rejoignez-nous en claustrophilie avec grand plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup.